Bienvenue chers internautes sur ma chaîne Matrix Diabolicum, ici Michel Lux. Alors tout d'abord, en ces périodes apocalyptiques, mais au sens révélation de secrets cachés, je vous souhaite non pas une bonne année, mais un avenir aussi équilibré, aussi heureux dans ce monde, où il sera de plus en plus difficile de garder son bon sens. Voilà. Alors, je vais vous faire cette fois-ci, dans cette vidéo, un zoom spécial sur l'effet Mandela, qui constitue à mes yeux un pilier des preuves de l'existence de la matrice qui simule notre monde. Alors, je l'avais passé dans une vidéo précédente, au milieu de celle qui parlait de la simulation, mais bon, apparemment, ça n'a pas fait beaucoup de... C'était noyé dedans, donc je pense que vous êtes passé à côté, peut-être. Donc je refais un spécial effet Mandela. Alors pour mémoire, je rappelle que l'effet Mandela a été popularisé par une certaine Fiona Broome, BR2OME, qui est à l'origine de cette épidémie sur Internet. Fiona Broome est une chercheuse en phénomènes paranormaux depuis une quarantaine d'années, auteure, historienne et généalogiste américaine. Elle est connue pour avoir inventé donc le terme effet Mandela en 2009. Un concept qui décrit des souvenirs collectifs erronés, on va voir que c'est pas si erroné que ça, partagés par un grand nombre de personnes, où la réalité historique diffère de ce qui est rappelé. Alors en l'occurrence, ça vient du fait elle s'est aperçue, cette dame, que des milliers de personnes pensaient que Mandela était mort, non pas en 2013 comme dans l'histoire officielle, mais en 1991. Et à ce sujet, je me sens obligé de faire un mea culpa dans mon livre. Je croyais que il y avait réellement une trace, ce qu'on appelle un résidu temporel, ou un bug, bien en évidence, dans le fait que deux enseignantes sud-africaines avaient fait un livre qui s'appelle English Alive 90, dans lequel elles mentionnaient la mort de Mandela le 23 juillet 91. Or, une enquête récente m'a amené à découvrir qu'il s'agissait en fait de la citation d'un essai de politique fiction d'un de ses élèves, enfin d'un de leurs élèves. Donc, mea culpa. Alors, il y a également aussi dans mon livre la mention d'une vidéo de George W. Bush où il faisait mention de la mort de Mandela en 2007, alors qu'il est mort en 2013. Sauf que quand on visionne toute la vidéo, on s'aperçoit que c'est une sorte de métaphore pour expliquer qu'à l'avenir, il n'y aurait plus de grands libérateurs comme Mandela et qu'en quelque sorte, il était symboliquement mort. Voilà. Mais ce qui reste troublant, pour autant, c'est que des milliers de personnes croyaient que Mandela était mort avec force détail sur son enterrement en 91. Bon, mais à ce stade, rien ne permet de pointer une anomalie de la matrice ou spatio-temporelle, car donc, ça peut être des faux souvenirs, une infection de faux souvenirs, bon. Donc c'est pas dont acte. Alors, pour ma part, j'ai vu personnellement des effets Mandela. J'ai croisé, c'est dommage, j'avais pas eu le réflexe de faire la photo, j'avais croisé un vieux van Volkswagen qui arborait le logo VW en un seul bloc, sans séparation entre le V et le W. Un logo qui n'est pas censé exister. Et bon, ce vieux van est passé, bon, j'ai pas eu le réflexe de photographier, mais bon, alors, est-ce que c'était une erreur de fabrication du logo pour ce véhicule-là particulier? Bon, je ne sais pas. Alors sinon, j'ai fait l'expérience avec une demi-douzaine de personnes de leur demander s'ils se souvenaient du nom du Superman des années 80, qui est mort paraplégique d'ailleurs, dans les années 2000, qui est devenu, donc voilà... et donc 5 sur 6 m'ont dit Christopher Reeves avec un S, R-2-E-V-E-S, et moi-même je pensais que c'était Christopher Reeves parce qu'à l'époque je m'étais fait l'association d'idées suivante, c'est je me dis tiens, est-ce qu'il serait par hasard parent avec Keanu Reeves qui lui est bien avec un S. Inutile de vous dire que quand on fait ce genre d'association, l'erreur n'est pas possible. Et dans l'essai que j'ai fait autour de moi, 5 sur 6 s'imaginaient Christopher Reeves avec un S. Vous voyez, bon, une bizarrerie. Alors un autre cas qui est presque le Graal de l'effet Mandela, on pourrait dire,
Le cas de Dolly dans le film James Bond Moonraker en 1979 est souvent considéré comme le saint graal de l'effet Mandela, car il ne s'agit pas seulement d'un détail visuel, mais d'un élément qui conditionne la logique comique même d'une scène. Je vous explique. Alors, qui est Dolly? C'est une petite blonde qui, dans le film, croise et puis tombe amoureuse, et c'est réciproque, du grand géant joué par Richard Kiel, avec sa dentition d'acier. Et voilà, alors, voilà, donc le requin se met à sourire à Dolly, cette petite blonde, révélant ses dents en métal effrayantes. En retour, Dolly lui sourit. Et là, le public découvre qu'elle porte d'énormes bagues dentaires. Voilà, alors c'est là, c'est vraiment alors c'est le coup de foudre immédiat parce qu'ils partagent ce point commun. Alors c'était à la fois comique et puis attendrissant finalement. C'était vraiment un gag extraordinaire. Et ça a été le coup de foudre immédiat entre les deux. Eh ben, cette scène n'a jamais existé. Enfin, plutôt exactement, elle a existé, mais elle n'avait pas de bague dentaire. Voilà. Alors, impossible de trouver nulle part une trace. Alors, si on en trouve, c'est des montages, les derniers montages, mais dans les Blu-ray, les DVD, etc., ou streaming originaux, c'est un sourire avec des dents naturelles. Voilà. Alors pourquoi ce cas est-il résistant à l'explication? Parce qu'en fait, ça pose un problème de cohérence narrative. L'humour de la scène. Sans les bagues, la blague tombe complètement à plat. Pourquoi ces deux personnages si différents auraient-ils ce lien amoureux instantané? L'appareil dentaire, c'était la chute visuelle idéale. Alors, les témoignages des doubleurs. Dans certaines versions étrangères, les spectateurs rapportent que les traducteurs ou doubleurs ont fait des choix qui n'auraient eu de sens que si la fille portait des bagues dentaires. Mystère. Il y a eu des produits dérivés aussi. Il existe des témoignages de personnes ayant acheté des cartes à collectionner avec les figurines de l'époque où on voyait cette petite blonde avec ses bagues dentaires. Voilà. Pourtant, aucun maintenant, actuellement, ou plus aucun produit dérivé officiel ne la montre ainsi. Voilà, mystère. Alors, explication orthodoxe. Alors, l'attente du cerveau. Alors, celle-là, elle est pas mal, je trouve. Face à un requin et ses dents en métal, le cerveau anticiperait une symétrie visuelle. Quand Dolly sourit, le cerveau complète l'image avec ce qui serait le plus drôle ou logique, un appareil dentaire. Donc, en fait, nos cerveaux seraient des metteurs en scène. Ouais. Passons. La confusion avec d'autres personnages. Dans les années 70 ou 80, le stéréotype de la jeune fille Annette avec un appareil dentaire était très commun au cinéma. Bon, moi, j'avoue que j'en ai pas... Je ne me rappelle pas d'avoir vu des masses. Hein. Et une publicité disparue qu'on n'a jamais retrouvée, une publicité pour la banque Virgin Money qui aurait parodié cette scène en 99, 20 ans après. Dans cette publicité, on voit une actrice ressemblant à Dolly qui porte effectivement un appareil dentaire. Bon. Moi, c'est vraiment le film d'origine où j'ai vu cette actrice porter des bagues dentaires. Pas dans une pub. La pub, je la connais même pas. Voilà, donc c'est... Là, ce qui est bizarre, c'est que ça fait tomber à plat tout le scénario, cette scène qui aurait dû être culte, finalement. Voilà, bizarre. Alors, plus fort encore. Alors là, c'est beaucoup plus fort. Là, on va nager dans l'irrationnel. La mort de toute l'équipe d'astronautes Challenger en 1986. Quand la navette Challenger a eu son accident en direct à la télévision, après son décollage, en 86, des millions de téléspectateurs de par le monde, mais aussi la famille, venaient d'assister en direct au décollage très attendu et ont manifesté leur effacement et leur tristesse. Leur effarement et leur tristesse. Le désastre causant la mort des 7 membres de l'équipage. Un choc pour toute une génération. Mais,
quelques années plus tard, un certain nombre d'années plus tard, une vingtaine d'années je crois, oui, une théorie du complot est apparue où on aurait retrouvé des sosies de ces astronautes prétendument morts. Alors, d'après cette théorie, la mort des astronautes aurait été mise en scène où les astronautes auraient survécu. L'argument principal repose sur la découverte de personnes vivant aujourd'hui ou ayant vécu après 86 qui portent le même nom et ont des ressemblances physiques frappantes avec les membres de l'équipage. Voilà. Alors, on a par exemple Francis Richard Scobie, qui était le commandant de la mission. Son sosie, un homme nommé Richard Scobie, aussi, PDG d'une agence de marketing basée à Chicago. Marketing Edge. Ressemblance physique indéniable, même nom. C'est fort quand même. Déjà, ressemblance physique, c'est pas facile. On dit qu'en génétique, il y a à peu près 2 milliards de possibilités de visages. Bon, on peut en avoir jusqu'à 4 de nos jours. Mais déjà, en plus, avoir le même nom. Bon, c'est pas fini. Michael G. Smith, le pilote. Son sosie est un professeur émérite d'ingénierie industrielle à l'université du Wisconsin-Madison. Nommé lui aussi Michael G. Smith. Ça commence à faire beaucoup. Voilà. Alors, je passe sur Ronald McNair parce que on aurait retrouvé son frère, donc leur ressemblance c'est pas forcément anormal, ainsi qu'Alison Onizuka. On a retrouvé son frère, bon, donc qui est des ressemblances. Ok. Après, on a par contre Judith Resnick. Sa sosie, une professeure de droit à l'université de Yale, nommée également Judith Resnick. Encore une ressemblance et le même nom. Ça, c'est pas fini. Sharon Christa McAuliffe. Son sosie est une enseignante de droit à l'université de Syracuse. Voilà. Là, ça fait la 4e. Alors, quelle est l'explication officielle? Alors, on a identifié les restes après l'explosion. La cabine de l'équipage a été retrouvée au fond de l'océan Atlantique. Et la NASA a officiellement récupéré et identifié les restes des 7 astronautes grâce à des dossiers dentaires et médicaux. Bon, on dit le phénomène des sosies, statistiquement avec une population mondiale de plusieurs milliards de personnes, c'est ce que je disais, il est courant, je n'irai pas jusque-là quand même, de trouver des individus qui se ressemblent beaucoup et portent des noms similaires. On ne voit pas pourquoi ils devraient porter des noms similaires, les sosies. Là, je ne sais pas où ils vont chercher ça. Enfin, l'argument de l'impossibilité du secret. Maintenir un tel secret impliquerait la complicité de milliers d'employés de la NASA, des familles des victimes et des sosies eux-mêmes, ce qui est logistiquement impossible sur plus de 40 ans. Là-dessus, je suis d'accord. Mais moi, je ne vise pas le complot, en l'occurrence. Moi, je vise soit un glissement temporel entre 2 espaces-temps. Alors ça, j'y crois moins. Par contre, moi, j'y crois plus au bug de la matrice. Et je vous expliquerai plus tard après. Donc pour moi, 4 personnes, même physionomie, même nom, on va pas se mentir, probabilité 0. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme cas typique de grand effet Mandela? La fameuse réplique de Dark Vador à Skywalker dans le premier film de la Guerre des Étoiles. Une foule de fans se souvient que Dark Vador a dit « Luke, je suis ton père ». Or, cette réplique n'existe plus nulle part. C'est désormais « Non, je suis ton père ». Alors, on peut se dire « Tiens, un mot, ça peut être un coup de mauvaise mémoire ». Bon, seulement le problème, et c'est le plus extraordinaire, c'est que l'acteur qui a joué Dark Vador, James Earl Jones, a toujours cru, dur comme fer, avoir dit « Luc, je suis ton père ». C'est quand même un peu fort de café. Donc les explications psychologiques ont leurs limites. Hein. On a également des effets Mandela dans la Bible. Alors, il y en a des dizaines, donc je ne citerai pas tous. Ils sont plus ou moins probants. Par contre, j'en sortir 2 particulièrement intrigants. On a par exemple Isaïe, chapitre 11, verset 6. Alors, dans ce verset parlait
d'un temps où le royaume de Dieu qui serait revenu permettrait Alors à l'origine, les gens croyaient que permettrait au lion de s'asseoir avec l'agneau, tranquillement, sans qu'il ne se passe rien. Alors, donc le lion habitera paisiblement avec l'agneau. Maintenant, c'est devenu le loup associé à l'agneau. Alors, je vous mettrai en insertion le verset exact. Donc, à l'origine, plein de gens disaient non, c'est un lion avec un agneau. Et aujourd'hui, c'est devenu le loup associé à l'agneau. Et pourquoi c'est très curieux, pourquoi c'est pas un problème de mémoire, c'est que le loup, symboliquement, dans la Bible, représente presque toujours Satan. Et l'agneau, Jésus. Donc, une association symbolique, Satan, Jésus, au travers du loup et l'agneau, c'est juste pas possible. Ça ne tient pas du tout la route. C'est pour ça que ça a choqué beaucoup de spécialistes bibliques. C'est très étrange. On a également Matthieu, chapitre 9, verset 17, qui dit la chose suivante. On ne met pas non plus de vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Alors c'est quoi cette histoire d'outres? Jésus, il voulait faire une sorte de parabole pour dire qu'à son arrivée, il y aurait un enseignement nouveau qui supporterait plus les vieux cadres, quoi, en quelque sorte, les vieux cadres rigides de la loi mosaïque, de la loi de Moïse. Et donc, en quelque sorte, il faisait allusion donc au fait que dans le vin nouveau, dans les outres en pot, la fermentation faisait éclater les vieilles outres qui avaient séché et qui pouvaient se rompre. Or, maintenant, dans ce Matthieu chapitre 9, verset 17, alors c'est dans la King James, bizarrement, il y a beaucoup d'effets Mandela, particulièrement dans la King James. Il y en a dans d'autres Bibles aussi, mais particulièrement dans la King James. Mystère, on ne sait pas pourquoi. Et dans la King James, on ne parle plus d'outres, mais de bouteilles. Ce qui n'a plus de sens, parce que les bouteilles ne se cassent pas avec du vin fermenté. Voilà, c'est pas comme des outres. Donc avec les bouteilles, ça casse complètement la valeur de parabole de ce passage-là. Donc ça n'a aucun sens. Strictement aucun sens. Alors je vous laisse regarder, donc vous tapez effet Mandela Bible, vous en trouverez plein. Alors ils sont plus ou moins troublants, plus ou moins intéressants, mais il y en a un certain nombre. Donc, et là je vais vous passer le cas donc un monsieur qui était vraiment catastrophé de ce que je viens de vous dire sur les outres là, dans Matthieu 9, 17. With the young goat. Really. It uses words that are new. Over there in Luke, in chapter 17, the word stuff, if those that were up on their housetops, not to come down and take anything out, but to flee. Well, it doesn't say take things out now or your possessions. It says stuff, S-T-U-F-F. Doesn't matter how old your Bible is. Now it says stuff. Every Bible in the world says it all of a sudden. Now, this is ridiculously crazy. But I'm telling you, I know my scripture here. And one of the things is over in Matthew. I wanted to look, but I found proof of it. But I wanted to show you this. You gotta see this. Given back in November 1966. It's an old, just one of these old family Bibles, you know, right? Okay, check this out. This is crazy. Over in Matthew. Let me get there and then I'll turn it back on here. This is in Matthew 9 and chapter 17. I want to show you something. This is an old King James Bible. Neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish. But they put new wine into new bottles, and both are preserved. It didn't say bottles. It said wineskins. Neither do men put new wine into old wineskins. Check this out. Some of the things that have changed, but not everything. I've got this book. This, again, got all these books. So it hasn't affected all the books, but this isn't an actual Bible. This is Find It Fast in the Bible. So when you go in here and you look up for the old wineskins, same place I just read to you, Matthew 9:17, it says, nor do people put new wine into old wineskins, or else the wineskins break,
the wine is spilled, and the wineskins are ruined. It says it in Mark 2. Alors, que penser de tout cela? Alors, j'aurais pu vous en citer d'autres de cas. Moi, je pensais aussi à Looney Tunes, dans les dessins animés. Alors, moi, je me rappelais de Looney Tunes, T2ONS, comme les cartoons. Et ben non, maintenant, c'est devenu tunes, les mélodies, T-U-N-E-S. Quel rapport avec les cartoons? Mais bon, encore un effet Mandela. Alors, que penser de tout cela, j'allais dire? Eh bien, beaucoup. Alors évidemment, bien sûr, la majorité des effets Mandela supposés sont réellement des effets de mémoire erronée, de faux souvenirs, parce que les souvenirs, c'est bien connu en psychologie, sont évolutifs. Ils se modifient, en fait. Et puis surtout, on peut s'intoxiquer les uns les autres, ce qui est particulièrement maintenant le cas sur Internet. C'est pour ça qu'on parle de ce phénomène que depuis 2009. Mais le fait est quand même qu'il y a des cas, ceux en particulier que je vous citais, mais il y en a d'autres, qui sont rigoureusement, enfin, surtout les astronautes, c'est inexplicable. Je veux dire, voilà. Et puis, voilà, et puis les autres exemples aussi que je vous ai donnés, c'est l'explication psychologique, elle ne tient pas la route, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut évaluer comme hypothèse? Alors, certains pensent à des univers parallèles qui de temps en temps se frottent et des fois fusionnent. Et donc, deux lignes temporelles viennent se fusionner. Sauf que moi, je n'y crois pas trop parce que, en fait, logiquement, ce genre d'incompatibilité temporelle devrait se régler à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire le temps que toute l'action se propage, ça se corrigerait à la vitesse de la lumière, normalement en physique, ce genre d'incompatibilité temporelle. Parce que sinon, on risquerait un déchirement du continuum. Alors que là, on a affaire à des bugs qui, comme par exemple dans le cas des astronomes, durent des années. Donc moi, je penche plutôt pour le fait de dire que c'est un bug de la matrice. C'est un bug qui est resté non résolu, qui est toujours un résidu, quoi, un résidu d'une histoire qui n'existe plus. Voilà pourquoi Alors, on parle aussi certains pensent à des manipulations du CERN. Le CERN aurait, d'après certains, sous couverture d'analyse des particules et d'études des particules subatomiques, tenté de fabriquer en fait des portes interdimensionnelles, comme dans Stargate. Bon, vous doutez bien qu'il n'y a pas la moindre début de preuve de ça, ou de voyage dans le temps aussi, que le CERN servirait de machine à voyager dans le temps. Pareil, pas plus de preuves. Par contre, ces dernières années, il y a des allégations de rites un peu à caractère plus ou moins satanique autour du CERN, et je vais vous passer là une petite vidéo qui est officielle du CERN, qui a une espèce des techniciens ou qui sont dans des sortes de transes, de danse, un peu ressemblant à des transes chamaniques. Et puis à un moment, on voit un personnage joué par un noir et qui essaye d'atteindre un monsieur qui est protégé par un cercle. À l'intérieur du cercle, ça me fait vraiment penser à, je veux dire, aux sorciers qui se protègent de Satan, en fait. Et je crois bien d'ailleurs que le noir qui joue dans cette scène a joué déjà Satan, je crois, dans le film de Mel Gibson sur la résurrection du Christ. Il me semble bien que c'est le même acteur. Et en plus de ça, il y a eu, par exemple, au CERN, une histoire de mauvais goût où des étudiants ont fait semblant de faire un rite de sacrifice au pied de la statue de Shiva qui a été offert au CERN. Ils auraient soi-disant sacrifié une jeune femme. Bon, c'est de la blague, bien sûr, mais ils se sont fait virer, d'ailleurs, je crois. Mais enfin, il y a des allégations un peu récurrentes de pratiques plus ou moins sataniques autour du CERN.
Enfin voilà ce que je pouvais vous en dire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, auquel cas, comme d'habitude, vous faites claquer les pouces en l'air, l'abonnement, voilà. Et puis, ma foi, il me reste à vous souhaiter une bonne continuation. Au revoir.